Vous écoutez Physiologie du goût, un livre écrit par Brillat-Savarin et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour. Dédié aux gastronomes parisiens. Il est une chose dont on ne se défie pas assez, c'est la grosse morale, la morale des livres et des prédicateurs. Cette morale qui met la vertu si haut qu'on se console facilement de n'y point atteindre, et en disant d'elle ce qu'un philosophe ancien disait du vice. Non licet omnibus adire Corinthum. Aussi la plupart se contentent d'une imitation de cette vertu trop ardue, et cette morale rébarbative ne produit le plus souvent que des hypocrites. Un homme qui vendrait des casques, des cuirasses et des épées à la taille des héros d'Homère, casques à peine remplis par une citrouille, cuirasses dont on ne toucherait pas les bords, et qui seraient comme de petites chambres, épées qu'on ne pourrait soulever, vendrait sans aucun doute fort peu de ces armes, fussent-elles fournies par Vulcain et ciselées sur les propres dessins de Minerve. Le boulanger vous donnera pour quelques pièces de cuivre ayant cours le pain qu'il vous refusera pour des médailles d'or à l'effigie de Titus. Il ne faut commander aux hommes qu'un labeur humain. Il faut que la vraie morale admette les passions et les faiblesses. Elle doit les émonder, les diriger, mais elle ne les arrachera qu'en détruisant l'arbre. Puisque les ruisseaux existent, il ne faut pas fermer les égouts. Certes, je n'ignore pas qu'on réserve toute son indulgence pour les passions qu'on a et qu'on n'en réserve pas pour les passions d'autrui. Je n'avais jamais parlé sans mépris de la gourmandise jusqu'au moment où j'ai lu la physiologie du goût de Brillat-Savarin. J'avais vu dans la gourmandise la plus brutale, la plus égoïste, la plus bête des passions. La lecture de Brillat-Savarin m'a rendu honteux de ne pas être gourmand. En effet, quand on a vu tant d'esprit, de finesse, de gaieté, de philosophie chez un gourmand de profession, on regrette de ne pas avoir reçu de la nature les facultés nécessaires pour sentir et apprécier les plaisirs de la table. On s'estime affligé d'une infirmité et de la privation d'un sens. On se met au rang, sinon des sourds et des aveugles, au moins de ceux qui ont l'oreille dure et la vue basse, et on envisage l'orgueil qu'on a manifesté de ne pas être gourmand, comme on envisage la sotte vanité des gens qui sont fiers d'avoir des lunettes d'or et qui toisent avec dédain ceux qui n'ont pas de lunettes. N'avons-nous pas tous nos gourmandises? Est-ce que je n'ai pas la gourmandise des couleurs et celle des parfums? Est-ce que je ne m'enivre pas de chèvrefeuille? Est-ce que je ne m'exalte pas à la vue des splendeurs du soleil couchant? Est-ce que la musique me laisse toute la froideur de la raison? Est-ce que sous ces impressions enivrantes, semblables aux ivrognes qui trouvent les rues trop étroites, il ne m'arrive pas de trouver trop étroites les voies humaines, les routes du possible, les chemins de la réalité? Je sais bien que la passion de la gourmandise a été parfois poussée un peu loin. Mais quelle passion n'a pas ses excès? Certes, l'empereur qui engraissait ses poissons avec de la chair d'esclave qu'on jetait coupée en morceaux dans ses viviers semblera toujours avoir dépassé les bornes permises des plaisirs de la table. Mais les gourmets romains qui reconnaissaient au goût les poissons pris à l'embouchure du Tibre de ceux pris entre deux ponts et ne mangeaient pas les premiers. Ceux qui rejetaient le foie d'une oie nourrie de figues sèches et n'admettaient que le foie de l'oie nourrie de figues fraîches n'avaient rien de dangereux ni de rebutant. Leur goût exercé ressemblait à l'oreille d'Abenec qui, dans un concert de 200 instruments, rappelle à l'ordre une contrebasse qui appuie sur la corde avec l'index au lieu de se servir du pouce. Et sans aller chercher dans les plaisirs des autres sens des analogies plus ou moins justes, n'avons-nous pas tous nos jouissances gastronomiques à nous rappeler? Puis-je, moi, me rappeler de sang-froid, tous ces gigots à l'ail sur des haricots baignés dans le jus que, pendant tant d'années, j'ai mangé une fois par semaine avec un ami que j'avais inventé et que je croyais avoir? Est-ce que je puis, sans émotion, me souvenir de ces excellents dîners de navets crus pris dans les champs avant d'aller le soir consacrer le prix d'un dîner plus luxueux au billet qui me permettait d'entrer dans un théâtre
où je rencontrais de loin un regard qui a si longtemps fait ma force et ma vie, et qui donnera aux ananas, mangés dans des assiettes de Chine, la saveur qu'avaient les murs des haies quand j'avais 18 ans. Est-ce que nos pauvres pêcheurs des côtes de Normandie ne se réjouissent pas à l'avance de manger un homard ou des crevettes cuites dans l'eau de la mer quand ils peuvent éviter les regards de la douane ? Car le fisc défend de puiser de l'eau à la mer, et l'océan est gardé par toute une armée d'hommes vêtus de vert qui vous feraient rejeter à la mer une cruche d'eau que vous auriez subrepticement puisée. Cela épargnerait aux pauvres gens d'acheter du sel, et le sel est un impôt. Le naturel dans les livres a un charme qui consiste en ceci qu'on croyait lire un livre et qu'on cause avec un homme. Le livre de Brillat-Savarin joint, au naturel le plus exquis, la verve la plus soutenue, l'esprit le plus franc, l'atticisme le plus pur. C'est un modèle de style simple, sans vulgarité. La gourmandise n'est pas la goinfrerie. Brillat-Savarin fait entrer l'esprit, la bonne humeur et le bon goût dans les assaisonnements d'un bon dîner. L'esprit qui n'est ou doit n'être que la raison ornée et armée est peu considérée en France, parce qu'on prend pour de l'esprit certains exercices de mots pareils à ceux que font les jongleurs avec des boules. De même, les goinfres et les ivrognes se sont réclamés indûment d'Anacréon, d'Épicure, et se sont placés sous leur invocation sans les consulter. Anacréon, dans ses vers, recommande très souvent de mettre de l'eau dans le vin, et Épicure voulait de la noblesse dans le plaisir, et mettait le plaisir dans la vertu. Le vrai disciple d'Épicure compte, pour le meilleur plat de son dîner, le pain qu'il a envoyé à son voisin pauvre. Tel autre vous dira avec les Allemands, en vous invitant à dîner, un seul plat et un visage ami. Brillat-Savarin dit « Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni manger ». Je ne sais ce qu'il aurait dit des banquets politiques qui ne faisaient que poindre de son temps, festins où chacun sert un plat de sa façon, au moyen de phrases sonores parce que celles sont creuses, et où on s'occupe du gouvernement du pays à la fin du dîner, c'est-à-dire dans une situation de corps et d'esprit où aucun de ces législateurs en goguette ne se permettrait de traiter la moins importante de ces petites affaires particulières. Certes, ce n'est pas mourir que de laisser après soi sa pensée vivante au milieu des hommes, pensée qui a plus de force et dont la puissance n'est plus contestée depuis qu'elle n'excite plus l'envie contre l'homme qui en était le dépositaire. Tandis que les riches et les puissants se disputent quelques honneurs matériels et quelques avantages grossiers, ne sont-ce pas les vrais maîtres du monde que ceux qui gouvernent encore par leurs livres les idées des peuples et la pensée humaine? Entre ces illustres morts, devenus des rois immortels, le souvenir fait de singulières différences. C'est la puissance de leur pensée qui assigne leur rang dans votre vénération. Mais il en est quelques-uns dont on veut savoir la vie, sur lesquels on recherche précieusement et on recueille avec avidité les moindres détails. Pour les autres, nous nous contentons de lire leurs écrits et de les admirer, tandis que les premiers sont nos amis. On peut prendre pour type de ces deux impressions Voltaire et J. Rousseau. On aime les fleurs qu'aimait Rousseau, et son souvenir donne une teinte toute particulière au paysage des lieux qu'il a habités. Voltaire est tout dans ses livres, et on ne le cherche pas ailleurs. M. Brillat-Savarin était un esprit charmant, mais je ne pense pas qu'on tienne à savoir quelle était au juste la couleur de ses cheveux. On ne se demande pas s'il a été amoureux. Nous serons donc sobres de détails biographiques. Anthelme Brillat-Savarin naquit à Belley, au pied des Alpes, le 1er avril 1755. Il était avocat lorsqu'en 1789, il fut député à l'Assemblée constituante. Maire de Belley en 1793, il fut obligé de se réfugier en Suisse pour échapper à la tourmente révolutionnaire. Proscrit pendant 4 ans, tant en Suisse qu'aux États-Unis, professeur de langue française, musicien à l'orchestre du théâtre de New York. S'il dut son existence matérielle à ses talents, il dut la sérénité et le bonheur à sa douce philosophie.
Rentré en France en septembre 1796, il occupa diverses fonctions, jusqu'à ce que le choix du Sénat l'appelât à la Cour de cassation, où il a passé les 25 dernières années de sa vie, qui fut jusqu'à la fin douce et calme, entourée d'estime et d'unité. Il était enrhumé lorsqu'il fut nommé membre de la députation chargée de représenter la Cour de cassation à la cérémonie funèbre du 21 janvier dans l'église de Saint-Denis. Il y fut atteint d'une péripneumonie qui emporta en même temps que lui M. Robert de Saint-Vincent et l'avocat général Marchangy. Il mourut le 2 février 1826, à l'âge de 71 ans. Alph Karr. Aphorisme du professeur pour servir de prolégomène à son ouvrage et base éternelle à la science. I. L'univers n'est rien que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit. 2. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. 3. La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. 4. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. V. Le Créateur, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par l'appétit et l'en récompense par le plaisir. Z. La gourmandise est un acte de notre jugement par lequel nous accordons la préférence aux choses qui sont agréables au goût sur celles qui n'ont pas cette qualité. 7. Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. Il peut s'associer à tous les autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte. 8. La table est le seul endroit où l'on ne s'ennuie jamais pendant la première heure. 9. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. X. Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni manger. 11. L'ordre des comestibles est des plus substantiels aux plus légers. 12. L'ordre des boissons est des plus tempérées aux plus fumeuses et aux plus parfumées. 13. Prétendre qu'il ne faut pas changer de vin est une hérésie, la langue se sature, et après le 3e verre, le meilleur vin n'éveille plus qu'une sensation obtuse. 14. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. 15. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. 16. La qualité la plus indispensable du cuisinier est l'exactitude. Elle doit être aussi celle du convive. 17. Attendre trop longtemps un convive retardataire est un manque d'égard pour tous ceux qui sont présents. 18. Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qui leur est préparé n'est pas digne d'avoir des amis. 19. La maîtresse de la maison doit toujours s'assurer que le café est excellent et le maître que les liqueurs sont de premier choix. X. Convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. Entre l'auteur et son ami. Après les premiers compliments. L'ami. Ce matin, nous avons, en déjeunant, ma femme et moi, arrêté dans notre sagesse que vous feriez imprimer au plus tôt vos méditations gastronomiques. L'auteur. Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà, en 7 mots, toute la charte parisienne. Mais je ne suis pas de la paroisse, et un célibataire... L'ami. Mon Dieu, les célibataires sont tout aussi soumis que les autres, et quelquefois à notre grand préjudice. Mais ici, le célibat ne peut pas vous sauver, car ma femme prétend qu'elle a le droit d'ordonner parce que c'est chez elle, à la campagne, que vous avez écrit vos premières pages. L'auteur. Tu connais, cher docteur, ma déférence pour les dames. Tu as loué plus d'une fois ma soumission à leurs ordres. Tu étais aussi de ceux qui disaient que je ferais un excellent mari. Et cependant, je ne ferai pas imprimer. L'ami. Et pourquoi ?
L'auteur. Parce que, voué par état à des études sérieuses, je crains que ceux qui ne connaîtront mon livre que par le titre ne croient que je ne m'occupe que de fariboles. L'ami. Terreur, panique. 36 ans de travaux publics et continus, ne sont-ils pas là pour vous établir une réputation contraire? D'ailleurs, ma femme et moi, nous croyons que tout le monde voudra vous lire. L'auteur. Vraiment? L'ami. Les savants vous liront pour deviner et apprendre ce que vous n'avez fait qu'indiquer. L'auteur. Cela pourrait bien être. L'ami. Les femmes vous liront parce que celles verront bien que... L'auteur. Cher ami, je suis vieux, je suis tombé dans la sagesse, miséraire mei. L'ami. Les gourmands vous liront parce que vous leur rendez justice et que vous leur assignez enfin le rang qui leur convient dans la société. L'auteur. Pour cette fois, tu dis vrai, il est inconcevable que ceux-ci aient été si longtemps méconnus, ces chers gourmands. J'ai pour eux des entrailles de père, ils sont si gentils, ils ont les yeux si brillants. L'ami. D'ailleurs, ne nous avez-vous pas dit souvent que votre ouvrage manquait à nos bibliothèques? L'auteur. Je l'ai dit, le fait est vrai, et je me ferai étrangler plutôt que d'en démordre. L'ami. Mais vous parlez en homme tout à fait persuadé, et vous allez venir avec moi chez... L'auteur. Oh, que non. Si le métier d'auteur a ses douceurs, il a aussi bien ses épines, et je lègue tout cela à mes héritiers. L'ami. Mais vous déshéritez vos amis, vos connaissances, vos contemporains. En aurez-vous bien le courage? L'auteur. Mes héritiers, j'ai ouï dire que les ombres sont régulièrement flattées des louanges des vivants, et c'est une espèce de béatitude que je veux me réserver pour l'autre monde. L'ami. Mais êtes-vous bien sûr que ces louanges iront à leur adresse? Êtes-vous également assuré de l'exactitude de vos héritiers? L'auteur. Mais je n'ai aucune raison de croire que celles-ci pourraient négliger un devoir en faveur duquel je les dispenserais de bien d'autres. L'ami. Pourront-ils avoir pour votre production cet amour de père, cette attention d'auteur, sans lesquels un ouvrage se présente toujours au public avec un certain air gauche? L'auteur. Mon manuscrit sera corrigé, mis au net, armé de toutes pièces. Il n'y aura plus qu'à imprimer. L'ami. Et le chapitre des événements? Hélas, de pareilles circonstances ont occasionné la perte de bien des ouvrages précieux, et entre autres de celui du fameux Leca sur l'état de l'âme pendant le sommeil, travail de toute sa vie. L'auteur. Ce fut sans doute une grande perte, et je suis bien loin d'aspirer à de pareils regrets. L'ami. Croyez que des héritiers ont bien assez d'affaires pour compter avec l'Église, avec la justice, avec la faculté, avec eux-mêmes, et qu'il leur manquera, sinon la volonté, du moins le temps de se livrer aux divers soins qui précèdent, accompagnent et suivent la publication d'un livre, quelque peu volumineux qu'il soit. L'auteur. Mais le titre, mais le sujet, mais les mauvais plaisants. L'ami. Le seul mot gastronomie fait dresser toujours les oreilles. Le sujet est à la mode, et les mauvais plaisants sont aussi gourmands que les autres. Ainsi, voilà de quoi vous tranquilliser. D'ailleurs, pouvez-vous ignorer que les graves personnages ont quelquefois fait des ouvrages légers? Le président de Montesquieu, par exemple, 1. L'auteur, vivement. C'est ma foi vrai. Il a fait le temple de Gnide. Et on pourrait soutenir qu'il y a plus de véritable utilité à méditer sur ce qui est à la fois le besoin, le plaisir et l'occupation de tous les jours, qu'à nous apprendre ce que faisait ou disait, il y a plus de 2000 ans, une paire de morveux dont l'un poursuivait, dans les bosquets de la Grèce, l'autre qui n'avait guère envie de s'enfuir. L'ami. Vous vous rendez donc enfin? L'auteur. Moi? Pas du tout. C'est seulement le bout d'oreille d'auteur qui a paru, et ceci rappelle à ma mémoire une scène de la haute comédie anglaise qui m'a fort amusé.
Elle se trouve, je crois, dans la pièce intitulée « The Natural Daughter », la fille naturelle. Tu vas en juger d'eux. Il s'agit de Quakers, et tu sais que ceux qui sont attachés à cette secte tutoient tout le monde, sont vêtus simplement, ne vont point à la guerre, ne font jamais de serment, agissent avec flegme, et surtout ne doivent jamais se mettre en colère. Or, le héros de la pièce est un jeune et beau Quaker, qui paraît sur la scène avec un habit brun, un grand chapeau rabattu et des cheveux plats, ce qui ne l'empêche pas d'être amoureux. Un fat qui se trouve son rival, enhardi par cet extérieur et par les dispositions qu'il lui suppose, le raille, le persifle et l'outrage, de manière que le jeune homme, s'échauffant peu à peu, devient furieux et rosse de main de maître l'impertinent qui le provoque. L'exécution faite, il reprend subitement son premier maintien, se recueille et dit d'un ton affligé « Hélas, je crois que la chair l'a emporté sur l'esprit ». J'agis de même, et après un mouvement bien pardonnable, je reviens à mon premier avis. L'ami. Cela n'est plus possible. Vous avez de votre aveu montré le bout de l'oreille, il y a de la prise, et je vous mène chez le libraire. Je vous dirai même qu'il en est plus d'un qui ont éventé votre secret. L'auteur. Ne t'y hasarde pas, car je parlerai de toi. Et qui sait ce que j'en dirai? L'ami. Que pourrez-vous en dire? Ne croyez pas m'intimider? L'auteur. Je ne dirai pas que notre commune patrie Troie se glorifie de t'avoir donné la naissance. Qu'à 24 ans tu avais déjà fait paraître un ouvrage élémentaire qui depuis lors est demeuré classique. Qu'une réputation méritée t'attire la confiance, que ton extérieur rassure les malades, que ta dextérité les étonne, que ta sensibilité les console, tout le monde sait cela. Mais je révélerai à tout Paris, me redressant, à toute la France, me rengorgeant, à l'univers entier, le seul défaut que je te connaisse. L'ami d'un ton sérieux. Et lequel, s'il vous plaît? L'auteur. Un défaut habituel dont toutes mes exhortations n'ont pu te corriger. L'ami effrayé. Dites donc, enfin, c'est trop me tenir à la torture. L'auteur. Tu manges trop vite 4? Ici, l'ami prend son chapeau et sort en souriant, se doutant bien qu'il a prêché un converti. Biographie. Le docteur que j'ai introduit dans le dialogue qui précède n'est point un être fantastique comme les Cloris d'autrefois, mais un docteur bel et bien vivant, et tous ceux qui me connaissent auront bientôt deviné le docteur Richerand. En m'occupant de lui, j'ai remonté jusqu'à ceux qui l'ont précédé, et je me suis aperçu avec orgueil que l'arrondissement de Belley, au département de l'Aïn, ma patrie, était depuis longtemps en possession de donner à la capitale du monde des médecins de haute distinction. Et je n'ai pas résisté à la tentation de leur élever un modeste monument dans une courte notice. Dans les jours de la Régence, les docteurs Génin et Sivoct furent des praticiens de première classe et firent refluer dans leur patrie une fortune honorablement acquise. Le premier était tout à fait hippocratique et procédait en forme. Le second, qui soignait beaucoup de belles dames, était plus doux, plus accommodant, res novas molientem, eût dit Tacite. Vers 1750, le docteur Lachapelle se distingua dans la carrière périlleuse de la médecine militaire. On a de lui quelques bons ouvrages et on lui doit l'importation du traitement des fluxions de poitrine par le beurre frais, méthode qui guérit comme par enchantement quand on s'en sert dans les premières 36 heures de l'invasion. Vers 1760, le docteur Dubois obtenait les plus grands succès dans le traitement des vapeurs, maladie pour lors à la mode et tout aussi fréquentée que les maux de nerfs qui l'ont remplacé. La vogue qu'il obtint était d'autant plus remarquable qu'il était loin d'être beau garçon. Malheureusement, il arriva trop tôt à une fortune indépendante, se laissa couler dans les bras de la paresse et se contenta d'être convive aimable et conteur tout à fait amusant. Il était d'une constitution robuste et a vécu plus de 88 ans malgré les dîners, ou plutôt grâce aux dîners de l'Ancien et du Nouveau Régime V. Sur la fin du règne de Louis XV, le docteur Coste, natif de Châtillon, vint à Paris.
Il était porteur d'une lettre de Voltaire pour M. le duc de Choiseul, dont il eut le bonheur de gagner la bienveillance dès les premières visites. Protégé par ce seigneur et par la duchesse de Gramont, sa sœur, le jeune Coste perça vite, et, après peu d'années, Paris commença à le compter parmi les médecins de grande espérance. La même protection qui l'avait produit l'arracha à cette carrière tranquille et fructueuse pour le mettre à la tête du service de santé de l'armée que la France envoyait en Amérique au secours des États-Unis, qui combattaient pour leur indépendance. Après avoir rempli sa mission, le docteur Coste revint en France, passa à peu près inaperçu le mauvais temps de 1793 et fut élu maire à Versailles, où l'on se souvient encore de son administration à la fois active, douce et paternelle. Bientôt le Directoire le rappela à l'administration de la médecine militaire. Bonaparte le nomma l'un des 3 inspecteurs généraux du service de la médecine des armées. Et le docteur y fut constamment l'ami, le protecteur et le père des jeunes gens qui se destinaient à cette carrière. Enfin, il fut nommé médecin de l'Hôtel Royal des Invalides et en a rempli les fonctions jusqu'à sa mort. D'aussi longs services ne pouvaient rester sans récompense sous le gouvernement des Bourbons, et Louis XVIII fit un acte de toute justice en accordant à M. Coste le cordon de Saint-Michel. Le docteur Coste est mort il y a quelques années en laissant une mémoire vénérée, une fortune tout à fait philosophique et une fille unique, épouse de M. de Lalo, qui s'est distinguée à la Chambre des députés par une éloquence vive et profonde et qui ne l'a pas empêché de sombrer sous voile. Un jour que nous avions dîné chez M. Favre, le curé de Saint-Laurent, notre compatriote, le docteur Coste me raconta la vive querelle qu'il avait eue ce jour même avec le comte de Cessac, alors le ministre directeur de l'administration de la guerre, au sujet d'une économie que celui-ci voulait proposer pour faire sa cour à Napoléon. Cette économie consistait à retrancher aux soldats malades la moitié de leur portion d'eau panée et à faire laver la charpie qu'on ôtait de dessus les plaies pour la faire servir une seconde ou une 3e fois. Le docteur s'était élevé avec violence contre des mesures qu'il qualifiait d'abominables, et il était encore si plein de son sujet qu'il se remit en colère, comme si l'objet de son courroux eût encore été présent. Je n'ai jamais pu savoir si le comte avait été réellement converti et avait laissé son économie en portefeuille, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les soldats malades purent toujours boire à volonté et qu'on continua à jeter toute charpie qui avait servi. Vers 1780, le docteur Bordier, né dans les environs d'Amberieu, vint exercer la médecine à Paris. Sa pratique était douce, son système expectant et son diagnostic sûr. Il fut nommé professeur en la faculté de médecine. Son style était simple, mais ses leçons étaient paternelles et fructueuses. Les honneurs vinrent le chercher quand il n'y pensait pas, et il fut nommé médecin de l'impératrice Marie-Louise. Mais il ne jouit pas longtemps de cette place. L'Empire s'écroula, et le docteur lui-même fut emporté par suite d'un mal de jambes contre lequel il avait lutté toute sa vie. Le docteur Bordier était d'une humeur tranquille, d'un caractère bienfaisant et d'un commerce sûr. Vers la fin du XVIIIe siècle parut le docteur Bichat, dont tous les écrits portent l'empreinte du génie, qui usa sa vie dans des travaux faits pour avancer la science, qui réunissait l'élan de l'enthousiasme à la patience des esprits bornés, et qui, mort à 30 ans, a mérité que des honneurs publics fussent décernés à sa mémoire. Plus tard, le docteur Montègre porta dans la clinique un esprit philosophique. Il rédigea avec savoir la Gazette de santé et mourut à 40 ans dans nos îles, où il était allé afin de compléter les traités qu'il projetait sur la fièvre jaune et le vomito negro. Dans le moment actuel, le docteur Richeran est placé sur les plus hauts degrés de la médecine opératoire, et ses éléments de physiologie ont été traduits dans toutes les langues. Nommé de bonne heure professeur en la faculté de Paris, il est investi de la plus auguste confiance. On n'a pas la parole plus consolante, la main plus douce, ni l'acier plus rapide. Le docteur Recamier VI, professeur en la même faculté, siège à côté de son compatriote. Le présent ainsi assuré, l'avenir se prépare,
et sous les ailes de ces puissants professeurs s'élèvent des jeunes gens du même pays qui promettent de suivre d'aussi honorables exemples. Déjà les docteurs Janin et Mangeot brûlent le pavé de Paris. Le docteur Mangeot, rue du Bac, no 39, s'adonne principalement aux maladies des enfants. Ses inspirations sont heureuses, il doit bientôt en faire part au public. J'espère que tout lecteur bien né pardonnera cette digression à un vieillard à qui 35 ans de séjour à Paris n'ont fait oublier ni son pays ni ses compatriotes. Il m'en coûte déjà assez de passer sous silence tant de médecins dont la mémoire subsiste vénérée dans le pays qui les vit naître et qui, pour n'avoir pas eu l'avantage de briller sur le grand théâtre, n'ont eu ni moins de science ni moins de mérite. Préface. Pour offrir au public l'ouvrage que je livre à sa bienveillance, je ne me suis pas imposé un grand travail. Je n'ai fait que mettre en ordre des matériaux rassemblés depuis longtemps. C'est une occupation amusante que j'avais réservée pour ma vieillesse. En considérant le plaisir de la table sous tous ses rapports, j'ai vu de bonne heure qu'il y avait là-dessus quelque chose de mieux à faire que des livres de cuisine, et qu'il y avait beaucoup à dire sur des fonctions si essentielles, si continues, et qui influent d'une manière si directe sur la santé, sur le bonheur, et même sur les affaires. Cette idée mère, une fois arrêtée, tout le reste a coulé de source. J'ai regardé autour de moi, j'ai pris des notes, et souvent, au milieu des festins les plus somptueux, le plaisir d'observer m'a sauvé des ennuis du conviviat. Ce n'est pas que, pour remplir la tâche que je me suis proposée, il n'ait fallu être physicien, chimiste, physiologue et même un peu érudit. Mais ces études, je les avais faites sans la moindre prétention à être auteur. J'étais poussé par une curiosité louable, par la crainte de rester en arrière de mon siècle et par le désir de pouvoir causer, sans désavantage, avec les savants avec qui j'ai toujours aimé à me trouver. 7. Je suis surtout médecin amateur. C'est chez moi presque une manie, et je compte parmi mes plus beaux jours celui où, entré par la porte des professeurs et avec eux à la thèse de concours du docteur Cloquet, j'eus le plaisir d'entendre un murmure de curiosité parcourir l'amphithéâtre, chaque élève demandant à son voisin quel pouvait être le puissant professeur étranger qui honorait l'assemblée par sa présence. Il est cependant un autre jour dont le souvenir m'est, je crois, aussi cher. C'est celui où je présentais au conseil d'administration de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale mon irrorateur, instrument de mon invention, qui n'est autre chose que la fontaine de compression appropriée à parfumer les appartements. J'avais apporté dans ma poche ma machine bien chargée. Je tournai le robinet et il s'en échappa, avec sifflement, une vapeur odorante qui, s'élevant jusqu'au plafond, retombait en gouttelettes sur les personnes et sur les papiers. C'est alors que je vis avec un plaisir inexprimable les têtes les plus savantes de la capitale se courber sous mon irroration, et je me pâmais d'aise en remarquant que les plus mouillés étaient aussi les plus heureux. En songeant quelquefois aux graves élucubrations auxquelles la latitude de mon sujet m'a entraîné, j'ai eu sincèrement la crainte d'avoir pu ennuyer, car moi aussi, j'ai quelquefois bâillé sur les ouvrages d'autrui. J'ai fait tout ce qui a été en mon pouvoir pour échapper à ce reproche. Je n'ai fait qu'effleurer tous les sujets qui ont pu s'y prêter. J'ai semé mon ouvrage d'anecdotes, dont quelques-unes me sont personnelles. J'ai laissé à l'écart un grand nombre de faits extraordinaires et singuliers qu'une scène critique doit faire rejeter. J'ai réveillé l'attention en rendant claires et populaires certaines connaissances que les savants semblaient s'être réservées. Si, malgré tant d'efforts, je n'ai pas présenté à mes lecteurs de la science facile à digérer, je n'en dormirai pas moins sur les deux oreilles, bien certain que la majorité m'absoudra sur l'intention. On pourrait bien me reprocher encore que je laisse quelquefois trop courir ma plume et que, quand je compte, je tombe un peu dans la garrulité. Est-ce ma faute à moi si je suis vieux? Est-ce ma faute si je suis comme Ulysse, qui avait vu les mœurs et les villes de beaucoup de peuples? Suis-je donc blâmable de faire un peu de ma biographie? Enfin, il faut que le lecteur me tienne compte de ce que je lui fais grâce de mes mémoires politiques, qu'il faudrait bien qu'il lût comme tant d'autres, puisque, depuis 36 ans, je suis aux premières loges pour voir passer les hommes et les événements,
Surtout qu'on se garde bien de me ranger parmi les compilateurs. Si j'en avais été réduit là, ma plume se serait reposée, et je n'en aurais pas vécu moins heureux. J'ai dit, comme Juvénal, Sampe ego auditor tantum, nunquam ne reponam. Et ceux qui s'y connaissent verront facilement qu'également, accoutume au tumulte de la société et au silence du cabinet, j'ai bien fait de tirer parti de l'une et de l'autre de ces positions. Enfin, j'ai fait beaucoup pour ma satisfaction particulière. J'ai nommé plusieurs de mes amis qui ne s'y attendaient guère. J'ai rappelé quelques souvenirs aimables. J'en ai fixé d'autres qui allaient m'échapper. Et comme on dit dans le style familier, j'ai pris mon café. Peut-être bien qu'un seul lecteur, dans la catégorie des allongés, s'écriera « J'avais bien besoin de savoir si, à quoi pense-t-il en disant que, etc., etc. » Mais je suis sûr que tous les autres lui imposeront silence et qu'une majorité imposante accueillera avec bonté ces effusions d'un sentiment louable. Il me reste quelque chose à dire sur mon style, car le style est tout l'homme, dit Buffon. Et qu'on ne croit pas que je vienne demander une grâce qu'on n'accorde jamais à ceux qui en ont besoin. Il ne s'agit que d'une simple explication. Je devrais écrire à merveille, car Voltaire, Jean-Jacques, Fénélon, Buffon et plus tard Cochin et D'Aguesseau ont été mes auteurs favoris, je les sais par cœur. Mais peut-être les dieux en ont-ils ordonné autrement, et s'il est ainsi, voici la cause de la volonté des dieux. Je connais plus ou moins bien 5 langues vivantes, ce qui m'a fait un répertoire immense de mots de toute livrée. Quand j'ai besoin d'une expression et que je ne la trouve pas dans la case française, je prends dans la case voisine et de là, pour le lecteur, la nécessité de me traduire ou de me deviner, c'est son destin. Je pourrais bien faire autrement, mais j'en suis empêché par un esprit de système auquel je tiens d'une manière invincible. Je sais intimement persuadé que la langue française dont je me sers est comparativement pauvre. Que faire en cet état? Emprunter ou voler. Je fais l'un et l'autre parce que ces emprunts ne sont pas sujets à restitution et que le vol de mots n'est pas puni par le code pénal. On aura une idée de mon audace quand on saura que j'appelle volante, de l'espagnol, tout homme que j'envoie faire une commission et que j'étais déterminé à franciser le verbe anglais to sip, qui signifie boire à petite reprise, si je n'avais exhumé le mot français siroter, auquel on donnait à peu près la même signification. Je m'attends bien que les sévères vont crier à Bossuet, à Fénélon, à Racine, à Boileau, à Pascal et autres du siècle de Louis XIV. Il me semble les entendre faire un vacarme épouvantable. À quoi je réponds posément que je suis loin de disconvenir du mérite de ces auteurs, tant nommés que sous-entendus. Mais que suit-il de là? Rien, si ce n'est qu'ayant bien fait avec un instrument ingrat, ils auraient incomparablement mieux fait avec un instrument supérieur. C'est ainsi qu'on doit croire que Tartini aurait encore bien mieux joué du violon si son archet avait été aussi long que celui de Baillot. Je suis donc du parti des néologues et même des romantiques. Ces derniers découvrent les trésors cachés. Les autres sont comme les navigateurs qui vont chercher au loin les provisions dont on a besoin. Les peuples du Nord, et surtout les Anglais, ont sur nous, à cet égard, un immense avantage. Le génie n'y est jamais gêné par l'expression. Il crée ou emprunte. Aussi, dans tous les sujets qui admettent la profondeur et l'énergie, nos traducteurs ne font-ils que des copies pâles et décolorées 8. J'ai autrefois entendu à l'Institut un discours fort gracieux sur le danger du néologisme et sur la nécessité de s'en tenir à notre langue telle qu'elle a été fixée par les auteurs du bon siècle. Comme chimiste, je passais cette œuvre à la cornue. Il n'en resta que ceci. Nous avons si bien fait qu'il n'y a pas moyen de mieux faire, ni de faire autrement. Or, j'ai vécu assez pour savoir que chaque génération en dit autant et que la génération suivante ne manque jamais de s'en moquer. D'ailleurs, comment les mots ne changeraient-ils pas quand les mœurs et les idées éprouvent des modifications continuelles?
Si nous faisons les mêmes choses que les anciens, nous ne les faisons pas de la même manière, et il est des pages entières dans quelques livres français qu'on ne pourrait traduire ni en latin ni en grec. Toutes les langues ont eu leur naissance, leur apogée et leur déclin. Et aucune de celles qui ont brillé depuis Sésostris jusqu'à Philippe Auguste n'existe plus que dans les monuments. La langue française aura le même sort, et en l'an 2825, on ne me lira qu'à l'aide d'un dictionnaire, si toutefois on me lit. J'ai eu à ce sujet une discussion à coups de canon avec l'aimable M. Andrieux de l'Académie française. Je me présentais en bon ordre, je l'attaquais vigoureusement, et je l'aurais pris s'il n'avait fait une prompte retraite à laquelle je ne mis pas trop d'obstacles, m'étant souvenu, heureusement pour lui, qu'il était chargé d'une lettre dans le nouveau lexique. Je finis par une observation importante, aussi l'ai-je gardée pour la dernière. Quand j'écris et parle de moi au singulier, cela suppose une confabulation avec le lecteur. Il peut examiner, discuter, douter et même rire. Mais quand je m'arme du redoutable nous, je professe, il faut se soumettre. Yam sur, oracle. And when I open my lips, let no dog bark. Shakespeare, Merchant of Venice, Acte I, Sec 1. Les sens sont les organes par lesquels l'homme se met en rapport avec les objets extérieurs. Nombre des sens. 1. N doit en compter au moins 6. La vue qui embrasse l'espace et nous instruit par le moyen de la lumière, de l'existence et des couleurs des corps qui nous environnent. L'ouïe qui reçoit, par l'intermédiaire de l'air, l'ébranlement causé par les corps bruyants ou sonores. L'odorat, au moyen duquel nous flairons les odeurs des corps qui en sont doués. Le goût par lequel nous apprécions tout ce qui est sapide ou esculent. Le toucher, dont l'objet est la consistance et la surface des corps. Enfin le génésique ou amour physique qui entraîne les sexes l'un vers l'autre et dont le but est la reproduction de l'espèce. Il est étonnant que, presque jusqu'à Buffon, un sens si important ait été méconnu et soit resté confondu ou plutôt annexé au toucher. Cependant, la sensation dont il est le siège n'a rien de commun avec celle du tact. Il réside dans un appareil aussi complet que la bouche ou les yeux. Et ce qu'il y a de singulier, c'est que chaque sexe ayant tout ce qu'il faut pour éprouver cette sensation, il est néanmoins nécessaire que les deux se réunissent pour atteindre au but que la nature s'est proposé. Et si le goût qui a pour but la conservation de l'individu est incontestablement un sens, à plus forte raison doit-on accorder ce titre aux organes destinés à la conservation de l'espèce. Donnons donc au génésique la place sensuelle qu'on ne peut lui refuser, et reposons-nous sur nos neveux du soin de lui assigner son rang. Mise en action des sens. 2. S'il est permis de se porter, par l'imagination, jusqu'au premier moment de l'existence du genre humain, il est aussi permis de croire que les premières sensations ont été purement directes, c'est-à-dire qu'on a vu sans précision, oui confusément, flairer sans choix, manger sans savourer et joui avec brutalité. Mais toutes ces sensations ayant pour centre commun l'âme, attribut spécial de l'espèce humaine et cause toujours active de perfectibilité, elles y ont été réfléchies, comparées, jugées, et bientôt tous les sens ont été amenés au secours les uns des autres pour l'utilité et le bien-être du moi sensitif, ou, ce qui est la même chose, de l'individu. Ainsi le toucher a rectifié les erreurs de la vue. Le son, au moyen de la parole articulée, est devenu l'interprète de tous les sentiments. Le goût s'est aidé de la vue et de l'odorat. L'ouïe a comparé les sons, apprécié les distances, et le génésique a envahi les organes de tous les autres sens. Le torrent des siècles, en roulant sur l'espèce humaine, a sans cesse amené de nouveaux perfectionnements dont la cause, toujours active, quoique presque inaperçue, se trouve dans les réclamations de nos sens, qui, toujours et tour à tour, demandent à être agréablement occupés. Ainsi, la vue a donné naissance à la peinture, à la sculpture et au spectacle de toute espèce.
le son, à la mélodie, à l'harmonie, à la danse et à la musique, avec toutes ses branches et ses moyens d'exécution. L'odorat à la recherche, à la culture et à l'emploi des parfums. Le goût à la production, au choix et à la préparation de tout ce qui peut servir d'aliment. Le toucher à tous les arts, à toutes les adresses, à toutes les industries. Le génésique à tout ce qui peut préparer ou embellir la réunion des sexes, et depuis François Ier à l'amour romanesque, à la coquetterie et à la mode, à la coquetterie surtout qui est née en France, qui n'a de nom qu'en français, et dont l'élite des nations vient chaque jour prendre des leçons dans la capitale de l'univers. Cette proposition, tout étrange qu'elle paraisse, est cependant facile à prouver, car on ne pourrait s'exprimer avec clarté dans aucune langue ancienne sur ces trois grands mobiles de la société actuelle. J'avais fait sur ce sujet un dialogue qui n'aurait pas été sans attrait, mais je l'ai supprimé pour laisser à mes lecteurs le plaisir de le faire chacun à sa manière. Il y a de quoi déployer de l'esprit et même de l'érudition pendant toute une soirée. Nous avons dit plus haut que le génésique avait envahi les organes de tous les autres sens. Il n'a pas influé avec moins de puissance sur toutes les sciences. Et en y regardant d'un peu plus près, on verra que tout ce que celles ont de plus délicat et de plus ingénieux est dû au désir, à l'espoir ou à la reconnaissance qui se rapporte à la réunion des sexes. Telle est donc, en bonne réalité, la généalogie des sciences, même les plus abstraites, que celles ne sont que le résultat immédiat des efforts continus que nous avons faits pour gratifier nos sens. Perfectionnement des sens. 3. ES Sens, nos favoris, sont cependant loin d'être parfaits, et je ne m'arrêterai pas à le prouver. J'observerai seulement que la vue, ce sens si éthéré, et le toucher, qui est à l'autre bout de l'échelle, ont acquis avec le temps une puissance additionnelle très remarquable. Par le moyen des bésicles, l'œil échappe, pour ainsi dire, à l'affaiblissement sénile qui opprime la plupart des autres organes. Le télescope a découvert des astres jusqu'alors inconnus et inaccessibles à tous nos moyens de mensuration. Il s'est enfoncé à des distances telles que des corps lumineux et nécessairement immenses ne se présentent à nous que comme des taches nébuleuses et presque imperceptibles. Le microscope nous a initiés dans la connaissance de la configuration intérieure des corps. Il nous a montré une végétation et des plantes dont nous ne soupçonnions pas même l'existence. Enfin, nous avons vu des animaux 100 000 fois au-dessous du plus petit qu'on aperçoit à l'œil nu. Ces animalcules se meuvent cependant, se nourrissent et se reproduisent, ce qui suppose des organes d'une ténuité à laquelle l'imagination ne peut pas atteindre. D'un autre côté, la mécanique a multiplié les forces. L'homme a exécuté tout ce qu'il a pu concevoir et a remué des fardeaux que la nature avait créés, inaccessibles à sa faiblesse. À l'aide des armes et du levier, l'homme a subjugué toute la nature. Il l'a soumise à ses plaisirs, à ses besoins, à ses caprices. Il en a bouleversé la surface et un faible bipède est devenu le roi de la création. La vue et le toucher, ainsi agrandis dans leur puissance, pourraient appartenir à une espèce bien supérieure à l'homme, ou plutôt l'espèce humaine serait tout autre si tous les sens avaient été ainsi améliorés. Il faut remarquer cependant que si le toucher a acquis uni grand développement comme puissance musculaire, la civilisation n'a presque rien fait pour lui comme organe sensitif. Mais il ne faut désespérer de rien, et se ressouvenir que l'espèce humaine est encore bien jeune et que ce n'est qu'après une longue série de siècles que les sens peuvent agrandir leur domaine. Par exemple, ce n'est que depuis environ 4 siècles qu'on a découvert l'harmonie, science toute céleste, et qui est au son ce que la peinture est aux couleurs neuves. Sans doute les anciens savaient chanter accompagnés d'instruments à l'unisson, mais là se bornait leur connaissance. Ils ne savaient ni décomposer les sons, ni en apprécier les rapports.
Cette découverte, si tardive et cependant si naturelle, a dédoublé Louis. Elle y a montré deux facultés en quelque sorte indépendantes, dont l'une reçoit les sons et l'autre en apprécie la résonance. Les docteurs allemands disent que ceux qui sont sensibles à l'harmonie ont un sens de plus que les autres. Quant à ceux pour qui la musique n'est qu'un amas de sons confus, il est bon de remarquer que presque tous chantent faux, et il faut croire ou que chez eux l'appareil auditif est fait de manière à ne recevoir que des vibrations courtes et sans ondulation, ou plutôt que les deux oreilles n'étant pas au même diapason. La différence en longueur et en sensibilité de leurs parties constituantes fait qu'les selles ne transmettent au cerveau qu'une sensation obscure et indéterminée, comme deux instruments qui ne joueraient ni dans le même ton, ni dans la même mesure, et ne feraient entendre aucune mélodie suivie. Les derniers siècles qui se sont écoulés ont aussi donné à la sphère du goût d'importantes extensions. La découverte du sucre et de ses diverses préparations, les liqueurs alcooliques, les glaces, la vanille, le thé, le café, nous ont transmis des saveurs d'une nature jusqu'alors inconnue. Qui sait si le toucher n'aura pas son tour, et si quelque hasard heureux ne nous ouvrira pas, de ce côté-là, quelque source de jouissance nouvelle? Ce qui est d'autant plus probable que la sensibilité tactile existe par tout le corps, et conséquemment peut partout être excitée. Puissance du goût. 4. On a vu que l'amour physique a envahi toutes les sciences. Il agit en cela avec cette tyrannie qui le caractérise toujours. Le goût, cette faculté plus prudente, plus mesurée, quoique non moins active. Le goût, disons-nous, est parvenu au même but avec une lenteur qui assure la durée de ses succès. Nous nous occuperons ailleurs à en considérer la marche, mais déjà nous pourrons remarquer que celui qui a assisté à un repas somptueux dans une salle ornée de glaces, de peintures, de sculptures, de fleurs, embaumée de parfums, enrichie de jolies femmes, remplie des sons d'une douce harmonie. Celui-là, disons-nous, n'aura pas besoin d'un grand effort d'esprit pour se convaincre que toutes les sciences ont été mises à contribution pour rehausser et encadrer convenablement les jouissances du goût. But de l'action des sens. 5. Jetons maintenant un coup d'œil général sur le système de nos sens pris dans leur ensemble, et nous verrons que l'auteur de la création a eu deux buts, dont l'un est la conséquence de l'autre, savoir, la conservation de l'individu et la durée de l'espèce. Telle est la destinée de l'homme, considéré comme être sensitif. C'est à cette double fin que se rapportent toutes ses actions. L'œil aperçoit les objets extérieurs, révèle les merveilles dont l'homme est environné et lui apprend qu'il fait partie 501 grand tout. L'ouïe perçoit les sons, non seulement comme sensation agréable, mais encore comme avertissement du mouvement des corps qui peuvent occasionner quelque danger. La sensibilité veille pour donner, par le moyen de la douleur, avis de toute lésion immédiate. La main, ce serviteur fidèle, a non seulement préparé sa retraite, assuré ses pas, mais encore saisi, de préférence, les objets que l'instinct lui fait croire propres à réparer les pertes causées par l'entretien de la vie. L'odorat les explore, car les substances délétères sont presque toujours de mauvaise odeur. Alors le goût se décide, les dents sont mises en action, la langue s'unit au palais pour savourer, et bientôt l'estomac commencera l'assimilation. Dans cet état, une langueur inconnue se fait sentir, les objets se décolorent, le corps plie, les yeux se ferment, tout disparaît et les sens sont dans un repos absolu. À son réveil, l'homme voit que rien n'a changé autour de lui. Cependant, un feu secret fermente dans son sein, un organe nouveau s'est développé. Il sent qu'il a besoin de partager son existence. Ce sentiment actif, inquiet, impérieux est commun aux deux sexes. Il les rapproche, les unit, et quand le germe d'une existence nouvelle est fécondé, les individus peuvent dormir en paix. Ils viennent de remplir le plus saint de leurs devoirs en assurant la durée de l'espèce 10.
Tels sont les aperçus généraux et philosophiques que j'ai cru devoir offrir à mes lecteurs pour les amener naturellement à l'examen plus spécial de l'organe du goût. Définition du goût. 6. Le goût est celui de nos sens qui nous met en relation avec les corps sapides, au moyen de la sensation qu'Esselstils exerce dans l'organe destiné à les apprécier. Le goût, qui a pour excitateur l'appétit, la faim et la soif, est la base de plusieurs opérations dont le résultat est que l'individu croît, se développe, se conserve et répare les pertes causées par les évaporations vitales. Les corps organisés ne se nourrissent pas tous de la même manière. L'auteur de la création, également varié dans ses méthodes et sûr dans ses effets, leur a assigné divers modes de conservation. Les végétaux, qui se trouvent au bas de l'échelle des êtres vivants, se nourrissent par des racines qui, implantées dans le sol natal, choisissent, par le jeu d'une mécanique particulière, les diverses substances qui ont la propriété de servir à leur croissance et à leur entretien. En remontant un peu plus haut, on rencontre les corps doués de la vie animale, mais privés de locomotion. Ils naissent dans un milieu qui favorise leur existence, et des organes spéciaux en extraient tout ce qui est nécessaire pour soutenir la portion de vie et de durée qui leur a été accordée. Ils ne cherchent pas leur nourriture, la nourriture vient les chercher. Un autre mode a été fixé pour la conservation des animaux qui parcourent l'univers, et dont l'homme est sans contredit le plus parfait. Un instinct particulier l'avertit qu'il a besoin de se repaître. Il cherche, il saisit les objets dans lesquels il soupçonne la propriété d'apaiser ses besoins, il mange, se restaure et parcourt ainsi dans la vie la carrière qui lui est assignée. Le goût peut se considérer sous 3 rapports. Dans l'homme physique, c'est l'appareil au moyen duquel il apprécie les saveurs. Considéré dans l'homme moral, c'est la sensation qu'excite au centre commun l'organe impressionné par un corps savoureux. Enfin, considéré dans sa cause matérielle, le goût est la propriété qu'a un corps d'impressionner l'organe et de faire naître la sensation. Le goût paraît avoir 2 usages principaux. Un deg. Il nous invite par le plaisir à réparer les pertes continuelles que nous faisons par l'action de la vie. 2 deg. Il nous aide à choisir, parmi les diverses substances que la nature nous présente, celles qui nous sont propres à nous servir d'aliment. Dans ce choix, le goût est puissamment aidé par l'odorat, comme nous le verrons plus tard, car on peut établir comme maxime générale que les substances nutritives ne sont repoussantes ni au goût ni à l'odorat. Mécanique du goût. 7. Il n'est pas facile de déterminer précisément en quoi consiste l'organe du goût. Il est plus compliqué qu'il ne paraît. Certes, la langue joue un grand rôle dans le mécanisme de la dégustation, car considérée comme douée d'une force musculaire assez franche, elle sert à gâcher, retourner, pressurer et avaler les aliments. De plus, au moyen des papilles plus ou moins nombreuses dont elle est parsemée, elle s'imprègne des particules sapides et solubles des corps avec lesquels elle se trouve en contact. Mais tout cela ne suffit pas, et plusieurs autres parties adjacentes concourent à compléter la sensation, savoir, les joues, le palais et surtout la fosse nasale, sur laquelle les physiologistes n'ont peut-être pas assez insisté. Les joues fournissent la salive, également nécessaire à la mastication et à la formation du bol alimentaire. Elles sont, ainsi que le palais, douées d'une portion de faculté appréciative. Je ne sais pas même si, dans certains cas, les gencives n'y participent pas un peu. Et sans l'odoration qui s'opère dans l'arrière-bouche, la sensation du goût serait obtuse et tout à fait imparfaite. Les personnes qui n'ont pas de langue, ou à qui elle a été coupée, ont encore assez bien la sensation de goût. Le premier cas se trouve dans tous les livres. Le second m'a été assez bien expliqué par un pauvre diable auquel les Algériens avaient coupé la langue, pour le punir de ce qu'avec quelques-uns de ses camarades de captivité, il avait formé le projet de se sauver et de s'enfuir. Cet homme, que je rencontrai à Amsterdam, où il gagnait sa vie à faire des commissions, avait eu quelque éducation, et on pouvait facilement s'entretenir avec lui par écrit.
Après avoir observé qu'on lui avait enlevé toute la partie antérieure de la langue jusqu'au filet, je lui demandai s'il trouvait encore quelque saveur à ce qu'il mangeait et si la sensation du goût avait survécu à l'opération cruelle qu'il avait subie. Il me répondit que ce qu'il fatiguait le plus était d'avaler, ce qu'il ne faisait qu'avec quelques difficultés, qu'il avait assez bien conservé le goût, qu'il appréciait comme les autres ce qui était un peu sapide, mais que les choses fortement acides ou amères lui causaient d'intolérables douleurs. Il m'apprit encore que l'abscission de la langue était commune dans les royaumes d'Afrique, qu'on l'appliquait spécialement à ceux qu'on croyait avoir été chefs de quelque complot et qu'on avait des instruments qui y étaient appropriés. J'aurais voulu qu'il m'en fît la description, mais il me montra à cet égard une répugnance tellement douloureuse que je n'insistai pas. Je réfléchis sur ce qu'il me disait et, remontant au siècle d'ignorance où l'on perçait et coupait la langue des blasphémateurs, et à l'époque où ces lois avaient été faites, je me crus en droit de conclure que celle était d'origine africaine et importée par le retour des croisés. On a vu plus haut que la sensation du goût résidait principalement dans les papilles de la langue. Or, l'anatomie nous apprend que toutes les langues n'en sont pas également munies, de sorte qu'il en est telle où l'on en trouve 3 fois plus que dans telle autre. Cette circonstance explique pourquoi, de 2 convives assis au même banquet, l'un est délicieusement affecté, tandis que l'autre a l'air de ne manger que comme contraint. C'est que ce dernier a la langue faiblement outillée et que l'empire de la saveur a aussi ses aveugles et ses sourds. Sensation du goût. 8. On a ouvert 5 ou 6 avis sur la manière dont s'opère la sensation du goût. J'ai aussi le mien, et le voici. La sensation du goût est une opération chimique qui se fait par voie humide, comme nous disions autrefois, c'est-à-dire qu'il faut que les molécules sapides soient dissoutes dans un fluide quelconque pour pouvoir ensuite être absorbées par les houppes nerveuses, papilles ou suçoirs qui tapissent l'intérieur de l'appareil dégustateur. Ce système, neuf ou non, est appuyé de preuves physiques et presque palpables. L'eau pure ne cause point la sensation du goût parce qu'elle ne contient aucune particule sapide. Dissolvez-y un grain de sel, quelques gouttes de vinaigre, la sensation aura lieu. Les autres boissons, au contraire, nous impressionnent parce que SLACL ne sont autre chose que des solutions plus ou moins chargées de particules appréciables. Vainement la bouche se remplirait-elle de particules divisées d'un corps insoluble, la langue éprouverait la sensation du toucher et nullement celle du goût. Quant au corps solide et savoureux, il faut que les dents les divisent, que la salive et les autres fluides gustuels les imbibent, et que la langue les presse contre le palais pour en exprimer un suc qui, pour lors suffisamment chargé de sapidité, est apprécié par les papilles dégustatrices, qui délivre au corps ainsi trituré le passeport qui lui est nécessaire pour être admis dans l'estomac. Ce système, qui recevra encore d'autres développements, répond sans effort aux principales questions qui peuvent se présenter. Car, si on demande ce qu'on entend par corps sapide, on répond que c'est tout corps soluble et propre à être absorbé par l'organe du goût. Et si on demande comment le corps sapide agit, on répond qu'il agit toutes les fois qu'il se trouve dans un état de dissolution tel qu'il puisse pénétrer dans les cavités chargées de recevoir et de transmettre la sensation. En un mot, rien de sapide que ce qui est déjà dissous ou prochainement soluble. Des saveurs. 9. Un nombre des saveurs est infini, car tout corps soluble a une saveur spéciale qui ne ressemble entièrement à aucune autre. Les saveurs se modifient en outre par leur agrégation simple, double, multiple, de sorte qu'il est impossible d'en faire le tableau depuis la plus attrayante jusqu'à la plus insupportable, depuis la fraise jusqu'à la coloquinte. Aussi, tous ceux qui l'ont essayé ont-ils à peu près échoué. Ce résultat ne doit pas étonner, car étant donné qu'il existe des séries indéfinies de saveurs simples qui peuvent se modifier par leur adjonction réciproque en tout nombre et en toute quantité, il faudrait une langue nouvelle pour exprimer tous ces effets,
et des montagnes d'infolio pour les définir, et des caractères numériques inconnus pour les étiqueter. Or, comme jusqu'ici, il ne s'est encore présenté aucune circonstance où quelque saveur ait dû être appréciée avec une exactitude rigoureuse, on a été forcé de s'en tenir à un petit nombre d'expressions générales telles que doux, sucré, acide, acerbe et autres pareilles, qui s'expriment, en dernière analyse, par les deux suivantes: agréable ou désagréable au goût, et suffisent pour se faire entendre et pour indiquer à peu près la propriété gustuelle du corps sapide dont on s'occupe. Ceux qui viendront après nous en sauront davantage, et il n'est déjà plus permis de douter que la chimie ne leur révèle les causes ou les éléments primitifs des saveurs. Influence de l'odorat sur le goût. 10. L'ordre que je me suis prescrit m'a insensiblement amené au moment de rendre à l'odorat les droits qui lui appartiennent et de reconnaître les services importants qu'il nous rend dans l'appréciation des saveurs, car, parmi les auteurs qui me sont tombés sous la main, je n'en ai trouvé aucun qui me paraisse lui avoir fait pleine et entière justice. Pour moi, je suis non seulement persuadé que, sans la participation de l'odorat, il n'y a pas de dégustation complète, mais encore je suis tenté de croire que l'odorat et le goût ne forment qu'un seul sens, dont la bouche est le laboratoire et le nez la cheminée, ou, pour parler plus exactement, dont l'un sert à la dégustation des corps tactiles et l'autre à la dégustation des gaz. Ce système peut être rigoureusement défendu. Cependant, comme je n'ai point la prétention de faire secte, je ne le hasarde que pour donner à penser à mes lecteurs et pour montrer que j'ai vu de près le sujet que je traite. Maintenant, je continue ma démonstration au sujet de l'importance de l'odorat, sinon comme partie constituante du goût, du moins comme accessoire obligé. Tout corps sapide est nécessairement odorant, ce qui le place dans l'empire de l'odorat comme dans l'empire du goût. On ne mange rien sans le sentir avec plus ou moins de réflexion, et pour les aliments inconnus, le nez fait toujours fonction de sentinelle avancée qui crie « Qui va là ?» Quand on intercepte l'odorat, on paralyse le goût. C'est ce qui se prouve par 3 expériences que tout le monde peut vérifier avec un égal succès. Première expérience, quand la membrane nasale est irritée par un violent coryza, rhume de cerveau, le goût est entièrement oblitéré. On ne trouve aucune saveur à ce qu'on avale et cependant la langue reste dans son état naturel. Seconde expérience, si on mange en se serrant le nez, on est tout étonné de n'éprouver la sensation du goût que d'une manière obscure et imparfaite. Par ce moyen, les médicaments les plus repoussants passent presque inaperçus. Troisième expérience, on observe le même effet si, au moment où l'on avale, au lieu de laisser revenir la langue à sa place naturelle, on continue à la tenir attachée au palais. En ce cas, on intercepte la circulation de l'air, l'odorat n'est point frappé et la gustation n'a pas lieu. Ces divers effets dépendent de la même cause, le défaut de coopération de l'odorat, ce qui fait que le corps sapide n'est apprécié que pour son suc et non pour le gaz odorant qui en émane. Analyse de la sensation du goût. 11. ES principe étant ainsi posé, je regarde comme certain que le goût donne lieu à des sensations de 3 ordres différents, savoir la sensation directe, la sensation complète et la sensation réfléchie. La sensation directe est ce premier aperçu qui naît du travail immédiat des organes de la bouche, pendant que le corps appréciable se trouve encore sur la langue antérieure. La sensation complète est celle qui se compose de ce premier aperçu et de l'impression qui naît quand l'aliment abandonne cette première position, passe dans l'arrière-bouche et frappe tout l'organe par son goût et par son parfum. Enfin, la sensation réfléchie est le jugement que porte l'âme sur les impressions qui lui sont transmises par l'organe. Mettons ce système en action en voyant ce qui se passe dans l'homme qui mange ou qui boit. Celui qui mange une pêche, par exemple, est d'abord frappé agréablement par l'odeur qui en émane. Il la met dans sa bouche et éprouve une sensation de fraîcheur et d'acidité qui l'engage à continuer. Mais ce n'est qu'au moment où il avale et que la bouchée passe sous la fosse nasale que le parfum lui est révélé, ce qui complète la sensation que doit causer une pêche.
Enfin, ce n'est que lorsqu'il a avalé que, jugeant ce qu'il vient d'éprouver, il se dit à lui-même « Voilà qui est délicieux ». Pareillement, quand on boit, tant que le vin est dans la bouche, on est agréablement, mais non parfaitement impressionné. Ce n'est qu'au moment où l'on cesse d'avaler qu'on peut véritablement goûter, apprécier et découvrir le parfum particulier à chaque espèce. Et il faut un petit intervalle de temps pour que le gourmet puisse dire « il est bon, passable ou mauvais, peste, c'est du chambertin, ô mon Dieu, c'est du Suresnes ». On voit par là que c'est conséquemment au principe et par suite d'une pratique bien entendue que les vrais amateurs sirotent leur vin, they sip it, car à chaque gorgée, quand ils s'arrêtent, ils ont la somme entière du plaisir que Slacils aurait éprouvé s'ils avaient bu le verre d'un seul trait. La même chose se passe encore, mais avec bien plus d'énergie, quand le goût doit être désagréablement affecté. Voyez ce malade que la faculté contraint à s'ingérer un énorme verre d'une médecine noire, tel qu'on les buvait sous le règne de Louis XIV. L'odorat, moniteur fidèle, l'avertit de la saveur repoussante de la liqueur traîtresse. Ses yeux s'arrondissent comme à l'approche d'un danger. Le dégoût est sur ses lèvres et déjà son estomac se soulève. Cependant, on l'exhorte, il s'arme de courage, se gargarise d'eau-de-vie, se serre le nez et boit. Tant que le breuvage empesté remplit la bouche et tapisse l'organe, la sensation est confuse et l'état supportable. Mais à la dernière gorgée, les arrière-goûts se développent, les odeurs nauséabondes agissent, et tous les traits du patient expriment une horreur et un goût que la peur de la mort peut seule faire affronter. S'il est question, au contraire, d'une boisson insipide, comme par exemple un verre d'eau, on n'a ni goût ni arrière-goût, on n'éprouve rien, on ne pense à rien. On a bu, et voilà tout. Ordre des diverses impressions du goût. 12. Le goût n'est pas si richement doté que l'ouïe. Celle-ci peut entendre et comparer plusieurs sons à la fois. Le goût, au contraire, est simple en activité, c'est-à-dire qu'il ne peut être impressionné par deux saveurs en même temps. Mais il peut être double et même multiple par succession, c'est-à-dire que, dans le même acte de gutturation, on peut éprouver successivement une seconde et même une troisième sensation qui vont en s'affaiblissant graduellement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.